tous, ravi de vous retrouver pour ce retour du samedi politique, un retour en beauté puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien ministre, fondateur du Puy du Fou dont on reparlera et puis également auteur de nombreux ouvrages dont le dernier qui vient tout juste de sortir chez Fayard, comme les autres d'ailleurs, comme les précédents, Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. Alors avant de s'intéresser particulièrement à cet ouvrage, Philippe de Villiers, j'aimerais revenir sur l'actualité. L'actualité, c'est évidemment Dijon, avec des groupes, des bandes de Maghrébins et de Tchétchènes qui s'affrontent depuis plusieurs jours dans la ville. Et avant de vous donner la parole, Philippe de Villiers, je vous propose de regarder quelques images. C'est nous les Arabes, viens. Vous ne cantonnez pas là, bande de pédés. Hein. Ouais, niquez vos mères. Niquez vos mères. C'est nous les bande de fils on va vous filer. N'importe où, vous Alors qu'est-ce que ça vous évoque, ça? C'est Dijon, c'est la France de 2020, Philippe de Villiers. Alors d'abord les faits. Tous les journalistes parlent, depuis quelques jours, du heurt de deux communautés. Communauté maghrébine, communauté tchétchène. Et donc, ce faisant, on installe l'idée qu'il y a des communautés en France. Il n'y a plus la communauté nationale, mais il y a des communautés maghrébines, tchétchènes et puis d'autres, qui se battent entre elles sur notre sol. Donc, nous, on est comme des étrangers. On regarde ce qui se passe chez nous. C'est plus nous qui nous battons. On ne cherche même plus à nous battre parce qu'on a quasiment disparu. Nous, quand on existe face à ces gens-là, on fait la génuflexion, comme M. Castaner. Voilà. Ça, c'est la première chose. Premier fait. Deuxième fait, on voit les kalachnikovs, là. On voit les armes. On voit les armes de guerre. Et donc, en fait, on voit qu'on est tout près de la guerre civile. Parce que ces armes de guerre, elles sont entrées, on ne sait pas comment, hein, merci aux soldats Schengen, et elles sont dans les caves et elles sortent quand il faut. Mais il y en a beaucoup d'autres armes, dans des enclaves étrangères, qui veillent à ce que la police ne pénètre plus, non plus que les pompiers ni les médecins. Troisième réflexion, troisième fait, on n'aurait jamais eu accès à ces informations s'il n'y avait pas eu des vidéos amateurs. Tournées d'ailleurs par les premiers concernés, hein, souvent, oui, voilà. Dont ils sont fiers de sinon, faire la promotion. Sinon, la presse n'y va pas. La presse n'y va pas et le pouvoir politique, on n'aurait pas parlé. Vous voyez ? Donc, voilà. Et alors, on a M. Nunez qui dit « Ouais, on va les renvoyer chez eux, etc. » Ce sont des réfugiés politiques. Bravo, droit d'asile, etc. Donc, c'est une faillite. On a donc fait entrer, nous, la France, nos gouvernants. L'État français. L'État français, mais avec la complicité de toute la bourgeoisie française, les bourgeois libertaires, libéraux, etc. Bon. On a fait rentrer ces gens en nous disant que c'était une chance pour la France, l'immigration. OK. Maintenant, c'est la punition. On passe à la phase suivante. Pourquoi? Parce que ces enclaves étrangères développent l'idée que les Français ne sont plus chez eux. En fait, la France, c'est eux, avec notre sécurité sociale. La France, c'est eux. Pourquoi? Parce que notre France, c'est une France esclavagiste, colonialiste, anti-LGBTiste, sexiste. Cette France-là, elle doit disparaître de chez elle. Et donc, ils vont nous mettre dehors. Ils veulent nous mettre dehors. Alain Finkielkraut disait très bien, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on accepte la mise en accusation de notre culture, de notre littérature, de notre langue, de notre histoire, bien sûr. D'où l'idée de déboulonner les statuts. Et pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, ils veulent changer de civilisation. Ils veulent, pour nous punir d'avoir été des colonisateurs,
installer chez nous une colonisation de barbares. Je pèse mes mots. Et donc face à cela, on a non seulement des gouvernants qui se comportent comme des mollusques, comme de la guimauve de foire, avec des saltos avant, des saltos arrière, Castaner qui lâche sa police, qui lui tire dans le dos, et derrière Macron qui revient le dimanche avec un salto arrière en disant « Non, non, la police, on en a besoin. » Bon. Et on ne déboulonnera pas les statuts. Et le lendemain, il y a Sibeth, La Piti, comme vous l'appelez. La Piti, qui dit « On va faire des contre-monuments. » Ah oui, on va faire un contre-monument à Molière, parce que Molière, c'est le féminicide, les femmes savantes. Voltaire, parce que c'est l'islamophobie. Lyotet, Charles de Foucault, le colonialisme, etc. On va faire partout des contre-monuments. Ça va faire travailler les gens du bronze. Hein. Bon. Mais, et on accepte ça. Et ben moi, je ne supporte plus ça. Alors on va faire un lien justement entre cette actualité et votre ouvrage, puisque finalement c'est la faillite de l'État, la faillite des dirigeants politiques, on l'a vu. Alors vous expliquez, vous retracez finalement les grandes étapes de la crise sanitaire, avec évidemment le confinement, mais aussi les nombreux mensonges, et vous dites, vous faites un parallèle avec la crise financière de 2008, où vous disiez que finalement cette crise était difficile à comprendre pour les Français, mais que là cette crise sanitaire, finalement... tout le monde comprenait qu'il n'y avait plus de pilote dans l'avion. Il n'y avait pas besoin d'avoir fait des cours d'économie, tout simplement. Et finalement, vous dites, d'ailleurs, le réel appartient aux humbles. Oui, alors, quand Emmanuel Macron vient au Puy du Fou, en 2016, on a une longue conversation, et je lui dis, votre nouveau monde, main catholique, Cohn-Bendit, etc., un jour, il explosera. Alors c'est quoi le nouveau monde? C'est une double promesse, un village global unifié, débarrassé des frontières, des souverainetés des nations, et le primat de l'économique sur le politique avec un marché planétaire de masse qui est censé devenir le régulateur des pulsions humaines et des tensions du monde. Voilà, c'est ça le nouveau monde. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le nouveau monde est mort du coronavirus. Parce que quand la mort revient, quand le malheur revient, quand la guerre revient, quand la pandémie arrive, eh ben c'est demi-tour, retour à l'ancien monde. C'est-à-dire, on redécouvre les nations protectrices, l'autorité régalienne, la nécessité... Enfin, on redécouvre, on devrait redécouvrir. Eh ben, on découvre, en tout cas déjà dans les paroles, puisque quand on écoute Emmanuel Macron, il parle d'indépendance, de relocalisation et de souveraineté. Maastricht, c'est l'idée de la mondialisation heureuse. La mondialisation heureuse, elle nous a rendus malades. Elle nous a rendus malheureux. Et elle a poussé les hommes politiques à confiner tout un peuple pendant 2 mois. Et le titre de mon livre, Les Gaulois réfractaires, c'est pas de moi, c'est de Macron. Et il a dit un jour à Copenhague, devant la reine, et les Danois disent « Vous êtes un peuple luthérien souple d'esprit, alors que moi j'ai des Gaulois réfractaires. Sous-entendu, ils sont indociles, indisciplinés. Eh bien, les Gaulois réfractaires, ils ont accepté de se laisser embastiller, enfermer, caserner pendant 2 mois. Et en sortant, c'est normal qu'ils demandent des comptes. Ils demandent des comptes pourquoi? Parce qu'ils sentent, sur le formica, avec leur expérience, qu'on leur a menti. On leur a dit les frontières ne servent à rien. Mais oui, mais alors tout le monde remonte ses frontières. Et puis tout à coup, les frontières ne servent à rien, mais confinement, ils n'ont pas besoin de faire du latin pour savoir que ça veut dire avec des frontières. On leur impose des gestes barrières. Mais qu'est-ce que c'est qu'un geste barrière? C'est une frontière. Et alors, on leur parle de l'espace sans frontières au niveau européen. Et l'espace sans frontières, ça devient la frontière sans espace. C'est-à-dire que quand vous récusez la réalité, la nécessité des frontières nationales, qu'est-ce que vous récoltez? Eh bien, la frontière domestique. Et qu'est-ce que c'est que le confinement général du peuple français? C'est la suite logique. Je ne veux pas de frontières, je veux un monde sans frontières, je veux une mondialisation sans frontières, sans souveraineté, sans nation.
Une Mais restez société chez vous. liquide, offshore, Restez chez vous et allez voter. et restez chez vous, et voilà. Et puis à un moment donné, non seulement restez chez vous, mais il y aura une attestation pour sortir dehors, et vous aurez juste le droit de promener votre chien. Il y a la case pour l'hypermarché, pour l'administration, il y a la case pour le petit toutou, pour qu'il aille faire pipi, hein, ça c'est... voilà. Mais il manque tout ce qui touche à la nécessité de la vie de l'esprit. Alors justement, dans le livre, vous revenez... Et justement, pardonnez-moi, je vais jusqu'au bout, la débâcle, c'est quoi? C'est... parce que je parle de débâcle parce qu'il a parlé de guerre, Bien sûr. le président. C'est, le traumatisme d'un peuple amputé de sa liberté fondamentale, un peuple qui est fait pour le grand vent, pour le Mistral à Trondheim, les vents de guerre, il n'est pas fait pour être enfermé. Deuxièmement, la déchirure des tissus conjonctifs de la France industrieuse. Troisièmement, l'abandon des anciens qu'on a fait mourir ou qu'on a laissé mourir dans le silence. Et quatrièmement, la victoire de Créon sur Antigone, qui n'a pas eu le droit d'enterrer son frère. C'est une défaite de civilisation. Voilà. Alors ceux qui ne voient pas ça et qui considèrent que le confinement était une nécessité, ne comprennent plus rien à ce qu'est notre civilisation. On pouvait faire un confinement ciblé, géographiquement, médicalement. C'était une folie de faire un confinement généralisé et aussi strict. Alors j'aimerais revenir tout d'abord sur cet aspect spirituel justement que vous venez d'évoquer. Vous évoquez dans le livre la fermeture des églises et l'impossibilité pour les catholiques de pouvoir se recueillir dans les églises. Mais vous êtes aussi assez dur avec l'église, avec un grand E, j'allais dire, puisque vous dites que finalement, avec une pareille attitude, une pareille docilité vis-à-vis du pouvoir, ça ne peut susciter que des vocations de serrurier. C'est très dur ce que vous dites. Non mais c'est très simple. Dans toute l'histoire des épidémies, dans l'histoire de la lèpre, dans l'histoire de la peste, l'Église était centrale. Elle avait un message. Elle était ce qu'on pourrait appeler la spécialiste de la mort, c'est-à-dire du passage. Là, elle est périphérique. Il y a eu des communiqués de la conférence des évêques de France disant, je cite de mémoire, je cite dans mon livre, que le bien suprême, c'était la santé. Et là, j'aborde un sujet très important avec vous, en répondant à votre question. Avec mon expérience politique. La prophylactique, c'est la santé. Très bien. C'est le métier des scientifiques et des médecins. Mais si on considère que la survie biologique est supérieure à la vie, la politique disparaît. Or, la vie, c'est la vie affective, c'est la vie sociale, c'est la vie familiale, c'est la vie spirituelle, c'est la vie culturelle, c'est la vie créative. La vie, le risque de la vie. Une société qui, au nom de la survie, n'est plus prête à prendre ce risque, est prête à liquider la vie, à enfermer la vie, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça se termine. Orwell, réveille-toi, ils sont devenus fous. C'est en fait Michel Foucault, je ne cite pas souvent, mais il a parlé du biopouvoir. Et on a un biopouvoir. On pourrait aussi citer Renan qui disait le scientisme, ça consiste à organiser scientifiquement l'humanité. Voilà, on y est. Alors je reviens à l'Église. Alors l'Église catholique romaine, l'Église des évêques, elle a suivi le mouvement. Il y a des associations catholiques traditionnelles qui ont sauvé l'honneur en allant au Conseil d'État. Mais, et je dis simplement, je répète ma phrase, une église qui appelle aux vocations, après avoir fermé ses églises pendant le confinement, c'est une église qui suscite des vocations de serrurier. Et alors, j'aimerais faire un lien entre ce que vous disiez tout à l'heure sur là encore, cette docilité des Français qui ont accepté de se confiner après un simple discours d'Emmanuel Macron. Vous dites d'ailleurs dans le livre qu'Emmanuel Macron en a été le premier surpris.
J'ai trouvé ça presque cynique, ironique, à vrai dire, puisque finalement, avec ce terme de Gaulois réfractaires, on imagine un peuple précisément indocile, et on retrouve finalement ces gens qui acceptent, sur le bon vouloir, sur le fait du prince, j'allais dire, de rester chez eux. Est-ce que finalement, les Gaulois réfractaires ne sont pas survendus? Est-ce que finalement, ils ne sont plus tellement réfractaires? C'est une bonne question. Alors, je dis les Gaulois réfractaires parce que c'est son expression à lui. C'est le terme consacré. Oui. Et c'est une sorte d'appel. Y aura-t-il encore des Gaulois réfractaires pour avoir la lucidité, comme disait René Charles, la blessure la plus proche du soleil? Regardez l'affaire des masques, c'est extraordinaire. Ce sont les mêmes qui nous ont interdit de porter des masques quand c'était nécessaire. Parce qu'il n'y en avait pas. Et qui, aujourd'hui, nous obligent à en porter quand ça n'est plus nécessaire. Puisqu'il n'y a pas de deuxième vague et que le virus, aujourd'hui, est beaucoup moins offensif. Et si les Gaulois réfractaires étaient lucides, perspicaces, c'est le cas de quelques-uns, ils se diraient quoi? Ils se diraient ce que Macron m'a dit en confidence le 17 mai dernier. Parce qu'il était très agacé par les lenteurs du déconfinement. Quand je lui ai dit, mais alors le Puy du Fou, on va mourir. Parce que Édouard Philippe m'a dit mercredi soir au téléphone, vous n'ouvrirez pas cet été. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Il me dit, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ils vont faire crever le pays. Ah! Donc il y avait un léger désaccord que j'ai senti au téléphone. Et il a ajouté, je lui ai dit, mais pourquoi alors il fait ça? Pourquoi? C'est l'article 20 de la Constitution. Non, il gère son risque pénal. Donc en fait, entre le précautionnisme qui paralyse l'action publique et la judiciarisation qui met la trouille dans le cœur de tous nos élus et de tous nos responsables publics, on ne bouge plus. On n'ose plus bouger. Et face à cela, on a un peuple masqué qui accepte le bâillon.